Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Donc je succède à Célia dans la lecture de Stefan Zweig qui n'est autre que Brûlant secret. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite je vous invite vigoureusement à vous installer sur votre canapé et puis à vous laisser bercer justement par cette lecture qui pour moi est l'une des plus poignantes concernant justement tous les enjeux de séduction, tout ce qui est à la fois aussi de l'interdit, de ce qui est moral et de ce qui est les moins. Voilà, bon bref, je vais poursuivre la lecture et puis peut-être verriez-vous par vous-même ce que moi en tout cas je vois au travers de Stefan Zweig, de ce qu'il essaye en tout cas de faire transparaître. Et puis pourquoi pas aussi nous faire un petit coucou avec les réseaux sociaux via le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un excellent moment. Ils eurent tous trois un soupir de soulagement lorsque les chevaux revinrent s'arrêter devant l'hôtel. Ça avait été une excursion malheureuse, ils le sentaient, mais aucun d'eux n'osait le dire. Edgar descendit le premier de la voiture. Sa mère s'excusa en prétendant qu'elle avait des maux de tête et s'empressa de monter dans sa chambre. Elle était fatiguée et voulait être seule. Le baron paya le cocher, regarda l'heure et se dirigea vers le hall sans faire attention aux gamins qui étaient restés là. Il passa devant lui, avec ses fines et sveltes épaules, avec cette démarche balancée au rythme léger qui enchantait tellement l'enfant que la veille, il avait essayé de l'imiter. Il passa sans hésitation. Visiblement, il avait oublié et il le laissait là, avec le cocher, avec les chevaux, comme un étranger. Edgar sentit quelque chose se briser en son être, en voyant faire son ami que malgré tout il aimait encore, avec tant d'idolâtrie. Le désespoir jaillit en son cœur lorsque le baron fila, sans l'effleurer de son manteau, sans lui dire un mot, à lui qui pourtant n'avait commis aucune faute. Il fut incapable de garder cette contenance qu'il avait jusqu'à présent eu tant de peine à s'imposer. Le poids artificiel de sa dignité tomba de ses frêles épaules. Il redevint un enfant, petit et humble, comme la veille et comme toujours auparavant. Malgré lui, d'un pas rapide et tremblant, il courut derrière le baron, se plaça devant lui, alors qu'il allait monter l'escalier et lui dit d'une douce voix oppressée et en contenant difficilement ses larmes « Que vous ai-je fait pour que vous ne fassiez plus attention à moi ? Pourquoi, à présent, êtes-vous toujours ainsi avec moi ? Et maman aussi. Pourquoi voulez-vous toujours m'écarter ? Est-ce que je vous aime ou est-ce que je me suis mal conduit ?» Le baron tressaillit. Dans cette voix, il y avait quelque chose qui le rendait confus et le portait à la douceur. Il eut pitié de l'innocent gamin. Et dit « Tu es un petit fou. J'étais tout simplement de mauvaise humeur aujourd'hui. Tu es un charmant enfant que j'aime bien. » En même temps, il lui tira amicalement les cheveux, mais en détournant à demi son visage pour ne pas voir ses grands yeux humides et suppliants. La comédie qu'il jouait commençait à lui être pénible. Il avait honte, vraiment honte d'avoir trompé d'une façon si indigne l'amour de cet enfant, et cette voix menue, secouée de sanglots, lui faisait mal. « Va dans ta chambre, Eddie, lui dit-il d'un ton bienveillant. Ce soir, nous nous réconcilierons, tu verras. Mais vous ne permettrez pas que maman m'envoie au lit tout de suite, n'est-ce pas ? Non, non, Eddie, sois tranquille, fit le baron en souriant. Monte chez toi maintenant. Il faut que je m'habille pour le dîner. Edgar s'en alla plein de bonheur pour l'instant, mais bientôt le battement de son cœur se fit de nouveau entendre. Depuis la veille, il avait vieilli de plusieurs années. Un hôte étranger, la méfiance, avait pris place dans sa poitrine d'enfant. Il attendit. C'était l'épreuve décisive. Ils étaient assis à table tous les trois. 9 heures sonnèrent, mais sa mère ne l'envoya pas se coucher. Déjà, il s'inquiétait. Pourquoi, justement aujourd'hui, lui permettait-elle de rester plus tard, elle qui d'habitude était si stricte ? Le baron lui avait fait part de leur entretien et révélé son désir. Un brûlant regret de s'être confié à son ami avec toute la franchise de son cœur s'empara de lui. Soudain, à 10 heures, sa mère se leva et prit congé du baron. Chose étrange, ce dernier ne paraissait nullement étonné de ce départ prématuré. Il ne chercha pas, non plus, comme il le faisait toujours, à la retenir. Le battement retentissait toujours plus fort dans la poitrine de l'enfant. Edgar fit semblant de ne rien remarquer et suivit sa mère sans protestation.
Mais brusquement, ses yeux tressaillirent. Il venait de surprendre chez celle-ci un regard souriant qui, passant par-dessus sa tête, s'adressait au baron, un regard de complicité relative à quelque secret. Le baron l'avait donc trahi. C'était pour cela que la séparation avait lieu si tôt. On voulait aujourd'hui l'endormir dans un sentiment de sécurité pour que le lendemain il ne les gênât plus. « Scélérat », murmura-t-il. « Que dis-tu » demanda sa mère. « Rien », fit-il entre ses dents. Lui aussi avait maintenant son secret. C'était la haine, une haine infinie contre les deux. L'inquiétude d'Edgar était passée. Enfin, il éprouvait un sentiment net et bien clair de la haine et une hostilité déclarée. Maintenant qu'il était certain qu'il les gênait, sa présence à côté d'eux devint pour lui une volupté cruellement compliquée. Il savourait l'idée de les troubler et de les affronter avec toute la force concentrée de son inimitié. C'est au baron qu'il montra d'abord les dents. Lorsque le lendemain matin celui-ci descendit et le salua en passant d'un cordial « Servus Edi », Edgar, sans lever les yeux et sans quitter son fauteuil, se contenta de murmurer un froid « bonjour ». Et quand le baron lui demanda si sa maman avait été en bas, il répondit d'un air détaché tout en regardant le journal « Je ne sais pas ». Le baron eut un sursaut d'étonnement. « Qu'est-ce que c'est encore que cela ? Tu as mal dormi, Eddie, n'est-ce pas ?» Il pensait qu'un mot de plaisanterie, comme toujours, remettrait les choses, mais Edgar lui lança un « non » dédaigneux et se replongea dans la lecture du journal. « Gamin stupide !» murmura le baron, à part lui, en haussant les épaules. Et il s'en alla. C'était la lutte ouverte. À l'égard de sa maman, Edgar fut aussi d'une politesse froide. Il repoussa tranquillement une tentative maladroite faite pour l'envoyer au tennis. L'ébauche de son sourire et la légère crispation de ses lèvres montraient qu'il ne voulait plus être trompé. « Je préfère aller me promener avec vous deux, maman, » dit-il, avec une fausse timidité, en la regardant dans les yeux. Cette réponse était visiblement désagréable à sa mère. Elle hésita et sembla chercher quelque chose. « Attends-moi ici, fit-elle enfin, je vais déjeuner. » Edgar attendit, mais sa méfiance veillait. Une suspicion instinctive le poussait maintenant à chercher dans chaque parole des deux complices une intention secrète et hostile. Et le soupçon lui donnait parfois une remarquable clairvoyance dans ses résolutions. C'est pourquoi, au lieu d'attendre dans le hall, comme on lui avait dit, Edgar préféra se poster dans la rue, d'où il pouvait surveiller non seulement la sortie principale, mais encore toutes les portes de l'hôtel. Il flairait une tromperie. Mais il ne lui échapperait plus. Dans la rue, il se cacha, comme il l'avait lu dans ses histoires d'Indiens, derrière un tas de bois. Et il eut un rire satisfait lorsqu'en effet, au bout d'une demi-heure environ, il vit sa mère sortir par la porte latérale, tenant à la main un bouquet de roses magnifiques et suivi par ce traître de baron. Tous deux paraissaient très gais. Sans doute qu'ils étaient déjà heureux en songeant qu'il lui avait échappé et leur secret aussi. Ils riaient en parlant et s'apprêtaient à descendre le chemin de la forêt. À présent, le moment est arrivé de se montrer. Edgar quitta sa cachette. Tranquillement, comme si le hasard l'eût conduit là, il se dirigea vers eux, prenant son temps, beaucoup de temps pour jouir à son aise de leur surprise. Les deux complices, décontenancés, échangèrent un regard de stupéfaction. Lentement, avec un naturel affecté, l'enfant s'approcha, sans détourner d'eux son regard ironique. « Ah, tu es là, Eddie !»« Oh, nous t'avons cherché dans l'hôtel, » dit enfin sa mère. Avec quelle effronterie elle ment, pensa l'enfant. Mais ses lèvres ne remuèrent pas. Elle tenait enfermé derrière les dents le secret de sa haine. Ils étaient là tous les trois, indécis, s'épiant mutuellement. « Alors marchons !» dit d'une voix résignée la femme mécontente, tout en effeuillant une de ses belles roses. Un léger frémissement agitait ses narines, ce qui chez elle était l'indice de la colère. Comme si ces paroles ne s'adressaient pas à lui, Edgar regardait en l'air, sans bouger de place. Quand ils se mirent en route, il se joignit à eux. Le baron essaya de le dissuader de les suivre.
Aujourd'hui, il y a un match de tennis. As-tu déjà vu ce spectacle? Edgar le regarda avec mépris et ne lui répondit pas, se contentant d'arrondir ses lèvres comme pour siffler. C'était là sa façon de faire connaître son sentiment, sa haine aiguisée, montrant les dents. Sa présence indésirable pesait comme un cauchemar sur les deux complices. Ils marchaient en serrant secrètement les poings comme des prisonniers devant leur gardien. L'enfant, à vrai dire, ne disait rien, ne faisait rien et cependant, il devenait pour eux de plus en plus insupportable avec ses regards épieurs, ses yeux humides de larmes contenues, sa mauvaise humeur repoussant toute tentative de rapprochement. « Marche devant !» dit soudain d'un ton furieux sa mère qui était agacée par cette façon d'être continuellement surveillée. « Ne sois pas sans cesse dans mes jambes, cela m'énerve !» Edgar obéissait. Mais après avoir fait quelques pas, il se retournait et les attendait lorsqu'ils étaient restés en arrière, les enveloppant d'un regard méphistophélique, comme le barbet noir de Faust, et tissant autour d'eux un réseau de haine dans lequel ils se sentaient emprisonnés. Son silence, agressif, rongeait comme un acier de leur bonheur. Son regard inquisiteur s'arrêtait, les mots sur leurs lèvres. Le baron n'osait plus continuer sa cour. Il sentait avec colère cette femme lui échapper encore une fois et la passion qu'il avait eu tant de peine à allumer se refroidir par crainte de cet enfant importun et antipathique. Toujours ils essayaient de renouer la conversation, mais toujours elle était rompue. Finalement, ils ne firent plus que marcher en silence tous les trois en se bornant à écouter le murmure des arbres et le bruit ennuyeux de leurs propres pas. La haine les avait gagnés tous trois. L'enfant trahi sentait avec volupté leur fureur impuissante se crisper contre sa petite personne méprisée. Son regard ironique effleurait de temps en temps la figure exaspérée du baron. Il voyait celui-ci grommeler des mots qu'il s'efforçait de ne pas lui jeter à la figure. Il remarquait aussi avec une joie diabolique la colère croissante de sa mère et que tous deux ne cherchaient qu'un prétexte pour le prendre à partie, l'écarter, le rendre inoffensif. Mais il ne leur en donnait aucun, son hostilité étant si bien calculée qu'il ne leur offrait aucune prise. « Rentrons », dit soudain la mère. Elle sentait qu'elle ne pouvait plus se retenir, qu'il lui fallait faire quelque chose, ne fût-ce que crier sous l'effet de cette torture. « Quel dommage !» dit Edgar tranquillement. « Il fait si beau !» Tous deux devinèrent que l'enfant les raillait. Mais ils n'osaient rien dire, car ce tyran avait en 2 jours merveilleusement appris à se dominer. Aucun trait du visage ne trahissait sa mordante ironie. Sans se dire un mot, ils parcoururent le long chemin du retour. Lorsque l'enfant et sa mère furent seuls, celle-ci était encore toute vibrante d'irritation. D'un mouvement de mauvaise humeur, elle se débarrassa de son ombrelle et de ses gants. Edgar vit bien que ses nerfs étaient excités et avaient besoin de se détendre, mais il cherchait un éclat, et il resta dans la chambre pour l'énerver davantage. Elle allait et venait, s'asseyait ensuite, ses doigts tambourinaient sur la table. À la fin, elle bondit. « Comme tu es mal peigné, que tu es sale, c'est un scandale de te montrer ainsi devant les gens. N'en es-tu pas honteux à ton âge ?» Sans répondre, l'enfant alla se peigner. Ce silence, glacial et obstiné, accompagné d'un frémissement ironique des lèvres, la rendit furieuse. Elle lui aimait le rouet de coups. « Va-t'en dans ta chambre !» lui criait-elle. Elle ne pouvait plus supporter sa présence. Edgar sourit et sortit. Comme tous deux tremblaient à présent devant lui, comme ils avaient peur, le baron et elle, d'être avec lui, de sentir sur eux ses yeux d'une dureté implacable. Plus il se sentait mal à l'aise, plus son regard brillait de satisfaction, plus sa joie devenait provocante. Edgar tourmentait ses adversaires sans défense avec la cruauté presque animale des enfants. Le baron pouvait encore retenir sa colère parce qu'il ne désespérait pas de jouer un nouveau jour à l'enfant qu'il ne pensait qu'à son but. Mais la mère perdait de plus en plus la maîtrise d'elle-même. Pour elle, c'était un soulagement que de pouvoir lui faire des reproches. « Ne joue pas avec ta fourchette !» lui disait-elle à table avec rudesse. « Tu es mal élevé. Tu ne mérites pas de t'asseoir à côté des grandes personnes. » Edgar ne faisait toujours que sourire de ses remarques.
Il souriait, la tête un peu penchée de côté. Il savait que ses cris étaient du désespoir et il était fier de voir les deux complices se trahir de la sorte. Son regard était très calme, comme celui d'un médecin. Autrefois, peut-être, il aurait fait le méchant pour les mettre en colère, mais on apprend beaucoup et vite quand on a de la haine. Maintenant, il se contentait de se taire. Il se taisait toujours, jusqu'au moment où sa mère commença à crier sous l'oppression de ce silence. Elle ne pouvait plus supporter cette situation. Lorsqu'après le repas, ils se levèrent et qu'Edgar voulut les suivre avec sa façon toute naturelle de s'attacher à leurs pas, il y eut soudain chez elle une explosion. Elle oublia toute retenue et dit ce qu'elle pensait. Torturée par la présence insinuante du gamin, elle se cabra comme un cheval que tourmentent les mouches. « Qu'as-tu toujours à courir derrière moi comme un enfant de 3 ans ? Je ne veux pas que tu sois constamment dans mes jupes. Les enfants ne sont pas à leur place dans la société des grandes personnes, sache bien ça. Amuse-toi donc seul un moment, lis quelque chose ou fais ce que tu voudras, mais laisse-moi la paix. Tu m'énerves avec ta façon de rôder autour de moi et avec ta sale mauvaise humeur. » Enfin, il lui avait arraché l'aveu. Edgar sourit, tandis que le baron et elle paraissaient embarrassés. Elle se retourna et voulut aller plus loin, furieuse contre elle-même d'avoir avoué à l'enfant son déplaisir. Mais Edgar se contenta de dire froidement « Papa ne veut pas que je me promène tout seul. Papa m'a fait promettre de ne pas être imprudent et de rester auprès de toi. » Il insista sur le mot « papa », parce qu'il avait déjà remarqué qu'il produisait sur tous deux une certaine action paralysante. Par conséquent, son papa, lui aussi, devait être de quelque manière mêlé à ce mystère, et il exerçait sans doute sur les deux complices une puissance secrète, puisque la seule mention de son nom paraissait les gêner et les inquiéter. Cette fois non plus, ils ne répondirent rien. Ils mettaient bas les armes. La mère marchait en tête avec le baron. Derrière eux venait Edgar, mais il n'avait rien de l'humilité d'un serveur. Au contraire, il était dur, sévère et implacable comme un gardien. Il faisait sonner la chaîne invisible qu'il cherchait à secouer et qu'il ne pouvait pas briser. La haine avait trempé ses forces d'enfant. Lui, ignorant de tout, était plus puissant que ses deux adversaires dont les mains étaient liées par l'impénétrable secret. Le temps pressait. Le baron n'avait plus que quelques jours à rester là et il voulait en tirer parti. Tous deux sentaient qu'il était vain de résister à l'obstination de l'enfant irrité. Aussi eurent-ils recours l'expédient suprême, au plus misérable de tous, à la fuite, pour échapper ne fût-ce qu'1 heure ou 2 à sa tyrannie. « Va porter à la poste ces lettres recommandées, » dit la mère à Edgar. Ils étaient tous deux dans le hall et le baron parlait dehors avec un cocher de fiacre. Avec défiance, Edgar prit les 2 lettres. Il pensait que d'habitude c'était toujours un domestique de l'hôtel qui avait fait les commissions de sa mère. Est-ce qu'il complotait encore quelque chose contre lui? Il eut un moment d'hésitation, puis il demanda « Où m'attendras-tu » ? « Ici. »« Sûr ?»« Oui. »« Mais ne t'en vas pas. Tu resteras ici dans le hall jusqu'à ce que je revienne ?» Dans le sentiment de sa supériorité, il parlait déjà à sa mère sur un ton de commandement. Depuis l'avant-veille, bien des choses avaient changé. Puis il partit, en emportant les 2 lettres. Sur la porte, il passa près du baron. Il lui parla pour la première fois depuis 2 jours. « Je ne vais que porter ces 2 lettres. »« Maman m'attend. Je vous en prie, ne partez pas avant que je sois revenu. » Le baron s'effaça rapidement pour le laisser passer en disant « Oui, oui, sois sans crainte. » Edgar se précipita vers la poste. Il fut obligé d'attendre. Un monsieur qui était avant lui posait à l'employé une foule de questions ennuyeuses. Enfin, il put s'acquitter de sa mission et revint vite avec les récépissés. Et il arriva juste à temps pour voir que sa mère et le baron venaient de prendre place dans le fiacre qui détalait. Il était pétrifié de fureur. Il faillit ramasser des pierres pour les leur lancer. Il lui avait donc échappé. Mais au moyen de quel grossier, de quel abominable mensonge! Il savait depuis la veille que sa mère mentait, mais de voir qu'elle avait l'impudence de violer une promesse formelle, cela lui enleva son dernier reste de confiance. La vie devenait pour lui incompréhensible.
Maintenant qu'il voyait que les deux paroles derrière lesquelles il avait supposé qu'était la réalité n'avaient pas plus de valeur que des bulles de savon qui éclatent au moindre souffle. Mais quel terrible secret ce devait être pour amener des adultes à le tromper, lui, un enfant, et à s'enfuir comme des criminels. Dans les livres qu'il avait lus, les hommes trompaient et assassinaient pour acquérir de l'argent, de la puissance ou des royaumes. Mais ici, qu'est-ce qui les faisait agir? Que voulaient-ils tous deux? Pourquoi se cachait-il devant lui? Que cherchait-il à dissimuler sous 100 mensonges? Il se martyrisait le cerveau. Il sentait obscurément que l'enfant s'était enfermé derrière ce secret et qu'une fois qu'on l'avait pénétré, on devenait enfin une grande personne, un homme. Connaître ce secret. Mais il était incapable de penser clairement. La rage qu'il éprouvait en voyant qu'il lui avait échappé le consumait et troublait son esprit. Il se dirigea en courant vers la forêt. À peine eut-il le temps de gagner l'obscurité des taillis où personne ne le voyait, qu'il se mit à verser un torrent de larmes brûlantes en hurlant « Menteur! Hypocrite! Coquin !» Insulte qu'il lui fallait cracher à tout prix pour ne pas étouffer. La mauvaise humeur, l'impatience, la colère et la haine de ces derniers jours, contenus par un effort d'enfant s'imaginant être devenu de grandes personnes, faisaient éclater sa poitrine et se traduisaient par des larmes. C'était la dernière crise de pleurs de son enfance, la plus sauvage. Pour la dernière fois, il s'abandonnait, comme une femme à la volupté des larmes. En cette heure de rage sans frein, il pleura tout ce qu'il y avait en lui de confiance, d'amour, de foi et de respect. Il pleura toute son enfance. Et c'est ainsi que s'achève donc cette lecture de Brûlant secret de Stefan Zweig. Si vous souhaitez connaître la suite d'Edgar, mais aussi de sa mère et du baron, eh bien c'est dans un instant sur C8 dans Voyage au bout de la nuit.